Merci. Donc, la facilité de calcul, donc jusqu'à quel point est-ce qu'on peut facilement mettre en œuvre le genre de méthode qu'on a en tête, bien, ça a toujours été un facteur restrictif dans le genre de méthode qu'on était pour utiliser en statistique pour résoudre des problèmes. Par exemple, voici un cas de régression linéaire simple, fort simple. Est-ce qu'on devrait minimiser la somme des valeur absolue des distances ou si on devrait minimiser la somme des carrés des distances entre chaque point puis la droite? Après ma barre, on pourrait penser que valeur absolue, ça a bien de l'allure. Puis minimiser les carrés, c'est un peu bizarre. Sauf que calculer la minimisation de la somme des valeurs absolues, c'est beaucoup plus compliqué que la somme des carrés. La somme des carrés, ça nous donne une solution qui est linéaire dans les Y, alors que la somme des valeurs absolues, ça, c'est pas mal plus compliqué. Pour ceux d'entre vous qui auriez pu faire le cours d'introduction à la recherche opérationnelle, c'est un programme linéaire. Puis un programme linéaire, on n'a pas réussi à bien résoudre ça avant la fin des années 50, début des années 60. Donc, les moyennes carrées ont rapidement pris le dessus. Moyenne carrée de Legendre et Gauss, moyenne valeur absolue qui avait été proposée par Laplace. De telle sorte que la disponibilité d'ordinateurs puissants, ça a modifié considérablement le type de méthode qu'on pouvait envisager. Et on va voir un exemple simple avec une tendance centrale de la distribution. Donc, voici un jeu de données. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait estimer le centre de cette distribution-là? Donc, ce serait quoi une bonne mesure du centre de la distribution? Le temps file, la moyenne. Calcule la moyenne des données, 528 993. C'est quoi la variance de la moyenne? La variance de X bar? Pardon? Sigma carré sur N. Sigma carré sur N. Merci de t'en être souvenu. Donc, pour X bar, qui est la moyenne des X, la variance est sigma carré sur N, où sigma carré, c'est la variance de notre distribution. Une estimation de cette variance-là, c'est donné par S carré sur N, où S carré, c'est la somme des différences entre chaque observation et la moyenne au carré, divisé par N-1, de telle sorte que l'erreur standard de X bar, c'est S sur racine de N. Ce qui nous donne une erreur standard, donc standard deviation des données sur la racine carrée du nombre de données que j'ai, de 51 734. Maintenant, ce serait quoi une bonne façon de représenter l'incertitude qu'on a par rapport à l'estimation de la moyenne mu par X bar? Comment est-ce qu'on mesure l'incertitude? Un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance. On s'est parlé avant ou non? Donc, on sait que racine de n x bar moins mu sur S, ça suit une t à n moins 1 degré de liberté, de telle sorte que la probabilité que cette quantité-là soit entre le quantile supérieur et le quantile inférieur d'une t à n moins 1 degré de liberté, c'est 1 moins alpha. Ce qui fait en sorte que l'intervalle de confiance, c'est x bar moins le quantile de droite de notre t, fois S sur racine de n, x bar moins le quantile de gauche fois S sur racine de n. Il me semble qu'on disait plus ou moins le quantile, oui, parce que ces quantiles-là sont symétriques par rapport à 0, donc celui-ci, c'est moins celui-là, et vice-versa.
Si on utilise la fonction t.test et qu'on va chercher la composante intervalle de confiance, par défaut c'est 95 %, ça nous donne un intervalle entre 418 000 puis 640 000 essentiellement. On est bon? Est-ce qu'il y a des conditions pour que l'intervalle de confiance soit valide? Donc, si on prend cet intervalle de confiance-là, est-ce qu'on a des conditions pour que cet intervalle-là soit exact? Ben oui, on a besoin que les variables aléatoires soient indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale. Est-ce que ça semble être le cas pour notre jeu de données? Ben, je reviens avec notre histogramme. On a l'air d'avoir une asymétrie à droite. Donc, c'est vraisemblablement pas exact ce qu'on a. Pas vraiment, puisque les données semblent asymétriques à droite. Qu'est-ce qui arrive si les conditions ne sont pas satisfaites? Bien, si n est grand, ce n'est pas trop grave à cause du théorème de la limite centrale, que vous avez vu en probabilité, ainsi que la loi des grands nombres et le théorème de Slotsky, mais bon. Donc, le théorème de la limite centrale, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si je prends la moyenne de n observations provenant de la même distribution qui sont indépendantes, que je centre par rapport à la moyenne, que je standardise par rapport à l'écart type de la distribution, je multiplie par racine de n, bien, la probabilité que cette quantité aléatoire-là va être plus petite ou égale à x, ça converge vers la probabilité qu'une normale 0,1 soit plus petite ou égale à x lorsque n tend vers l'infini. Donc, ça va se rapprocher d'une distribution normale d'une part. D'autre part, on se souviendra que les quantiles de la loi t se rapprochent de plus en plus de ceux d'une normale, ce qui a bien du sens puisque la distribution de ceci, si ça vient d'une normale, c'est une t. Et on dit que quand n devient grand, on se rapproche d'une normale. Donc, c'est normal que les quantiles se rapprochent. Donc, tout ça pour dire que si n est grand, ça ne devrait pas être trop grave. Mais plus fondamental que ça, est-ce qu'on a l'intervalle de confiance qu'on a vraiment besoin? En statistique, le contexte est toujours important. Qu'est-ce qu'on mesure et à quelle fin est-ce qu'on mesure ça? Donc, c'est quoi la variable mesurée dans ce jeu de données-là? Tout ce que je vous ai montré, c'était des données. Voici un histogramme. Je ne vous ai rien dit sur de quoi est-ce qu'on parle. Ce dont on parle, c'est le prix d'une maison à 2 étages de catégorie luxe à Montréal, et ce qui est très important maintenant, 2010. Selon Royal Lepage. Pourquoi 2010 alors qu'on est en 2022? Royal Lepage ne fait plus ce genre de choses-là pour les différents quartiers de Montréal. Okay? En fait, j'ai des données plus vieilles et pour ces données plus vieilles-là, il y avait encore plus de quartiers que ça. Donc, il n'y a plus ce genre de données-là. Donc, ce n'est pas une vraie distribution dans le sens que, bon, on a 530 000 pour Ahuntsic, on a 450 000 pour Beaconsfield. Donc, on donne un poids de 1 sur n à chacun de ces quartiers-là, alors que les quartiers ne sont pas tous semblables. Mais revenons à la question, qu'est-ce qu'on veut savoir au sujet de ces prix-là? Bien, pour vous, si vous voulez savoir, est-ce que je peux m'acheter une maison au centre de la distribution? Bien, vous ne voulez pas nécessairement être influencé par le fait qu'à Westmount, les maisons sont particulièrement dispendieuses. Vous voulez être au centre de la distribution. Fait que Westmount soit ici ou qu'il soit là-bas, bien, vous ne voulez pas nécessairement être influencé par ça. Donc, pour vous, c'est peut-être plus la médiane. Le point tel qu'il y a la moitié de la distribution d'un côté puis la moitié de l'autre. Par contre, une courtière immobilière qui, elle, est payée au pourcentage de la valeur des maisons,
en faisant l'hypothèse que cette courtière immobilière vendrait dans toute la région, ce qui est rarement le cas, ils ont l'habitude de se concentrer dans un secteur particulier, ben pour elle, la moyenne a bien de l'allure, parce qu'elle va être payée en fonction des prix des maisons qu'elle a vendues de façon proportionnelle. Donc, la moyenne du prix des maisons est peut-être une caractéristique qui est plus importante pour elle. La moyenne, c'était 529 000 essentiellement, alors que la médiane, c'était 500 000. C'est ce que je disais, en 91, il y avait 28 données au lieu de 15. La moyenne et médiane, c'était 220 000 puis 188 000. Ça, c'est en 91. Ça, c'est en 2010. Puis j'ose pas trop penser à 2022. Maintenant, c'est quoi la variance de la médiane? On parlait de la variance de la moyenne tantôt. C'est quoi la variance de la médiane? C'est le carré de la densité divisé par N, quelque chose comme ça? C'est un prof. Tout ça pour dire que contrairement à la moyenne, on n'a pas de formule analytique pour la variance de la médiane pour une taille d'échantillon finie. Ah, OK. Par contre, il y a un théorème de la limite centrale pour la médiane, tout comme il y en a un pour la moyenne. Donc, si on définit θ comme étant f inverse d'une demi, c'est-à-dire la médiane de la distribution, où f, c'est la fonction de répartition de la distribution, et qu'on définit par θ chapeau la médiane échantillonnale, bien, on peut montrer lorsque n tend vers l'infini que racine de n θ chapeau moins θ, ça converge vers une loi normale, comme dans le cas de la moyenne, centrée à 0, avec comme variance 1 sur 4 fois la densité de la distribution au carré évaluée à la médiane. OK? Ça, c'est la distribution asymptotique, donc la variance asymptotique. Ça implique la densité au carré évaluée en la médiane. On ne connaît pas la médiane, on connaît encore bien moins la densité. OK? Mais s'il y avait moyen d'estimer cette densité-là, une façon qu'on pourrait estimer la variance, ce serait de prendre 1 sur 4 fois la densité estimée en la médiane estimée au carré, multiplié par n à cause du racine de n qu'on a ici, puis qu'on parle de la variance. Je vous montre une méthode qui permet d'estimer une densité de manière non paramétrique. C'est ce qu'on appelle l'estimateur par le noyau. Donc, à chacune des observations, on met une distribution normale centrée en l'observation avec un certain écart type qu'on va appeler la fenêtre. Et donc, on fait ça à chacun des points, puis après ça, on prend la moyenne de toutes ces densités-là. Donc, par exemple, ici, là, j'ai la moyenne de la densité ici, à ce point-là, plus cette densité-là, mais aussi celle-ci qui est incroyablement petite. Donc, la ligne rouge ici, c'est la moyenne de toutes ces densités-là. Sauf qu'on va comprendre rapidement que si je prends un écart type qui est plus large, à ce moment-là, je vais élargir chacune de ces densités-là, puis ça va rendre l'estimation beaucoup plus lisse. Donc, on risque d'effacer certains des sommets. À l'inverse, si je prends un écart type qui est très, très petit, là, je vais avoir un bump à chacune des observations. Et là, la densité va être extrêmement rugueuse. OK? Donc, il y a un compromis à faire entre les deux. Et surtout, vous allez comprendre que si je change la fenêtre, je change le 1 sur 4 fois la densité au carré évaluée en la médiane. Donc, par exemple, ici, on a une fenêtre de 50 000. La ligne ici, c'est la médiane. Et donc, ça, c'est la densité que je devrais mettre au carré.
Ici, elle est plus basse. J'ai gardé la même échelle sur chacun de ces graphiques-là. Donc, celui-là, c'est le plus haut. Ça, c'est la fenêtre par défaut de la fonction density en R. Ça, c'est une fenêtre de 75 000. Ça, c'est une fenêtre de 50 000. Donc, selon la fenêtre qu'on utilise, on a une estimation de la densité qui va être différente. Et donc, par exemple, ici, pour 50 000, on va avoir 34 000 comme racine carrée de donc, l'écart type de la distribution va être estimé comme étant essentiellement 35 000. Ici, proche de 43 000 pour une fenêtre de 75 000. Puis pour la fenêtre par défaut, ça nous donne 32 000. Donc, les erreurs standards changent de manière importante selon le paramètre de lissage utilisé. Il doit bien y avoir une meilleure approche. Comment est-ce qu'on est dans le temps? On n'est pas pire. Donc, on va procéder par simulation, mais il est peut-être bon de rappeler que les nombres aléatoires générés sur les ordinateurs, il n'y a strictement rien d'aléatoire là-dedans. C'est un algorithme très précis. Par exemple, une méthode simple, c'est le générateur congruentiel linéaire, donc pour des entiers A, C et M. Des entiers pseudo-aléatoires entre 0 et M-1 vont être obtenus de la manière suivante. Donc, on prend le dernier chiffre, on le multiplie par A, on additionne C, puis on prend le module de M. Donc, on prend le restant une fois qu'on a divisé par M. Ça nous donne le suivant. Et ainsi de suite. Et si on fait ça et qu'on choisit bien les A, C et M, les nombres qui sont générés via cet algorithme, qu'il n'y a rien d'aléatoire dedans, parce que si vous savez où on est rendu avec A, C et M, vous savez exactement c'est quoi le suivant, ben ça va avoir l'air assez aléatoire. Donc, pour un M grand, si on divise ça par M-1, ben ça va nous donner des nombres qui vont ressembler à des variables aléatoires selon une uniforme 0,1. La qualité d'un générateur dépend du choix, comme je l'ai dit. Par exemple, le générateur min-std-rand de C++, 11, ben, il utilise A qui est 48 271, C qui est 0, puis M qui est 2 à la 31 moins 1, qui est un nombre premier. Les nombres premiers jouent un rôle important dans ce genre de choses-là. Et Pierre Lécuyer du département d'informatique et de recherche opérationnelle ici est un des experts mondiaux dans la génération des nombres uniformes 0,1. Ça donne quoi d'avoir des nombres uniformes 0,1? Parce qu'en général, on veut des normales, on veut des gamma, on veut des qui2. Si je veux générer une variable aléatoire x de fonction de répartition f de x, une des choses qu'on peut faire, c'est utiliser la transformation intégrale de probabilité. C'est-à-dire que si x suit comme distribution f, f de x va suivre une uniforme 0,1. Ou encore, si je commence avec une uniforme 0,1, puis que je prends la fonction quantile, donc l'inverse de la fonction de répartition, puis que je l'évalue en U, bien le x correspondant va provenir d'une distribution f. Dans l'intérêt du temps, je vais sauter les détails de la démonstration, mais c'est une ligne, donc c'est assez simple. En pratique, il y a des façons beaucoup plus efficaces de générer des nombres aléatoires que d'utiliser ça, même si ça a l'air simple. Pourquoi? Bien, f, ce n'est pas toujours simple à calculer. Si on prend la fonction de répartition d'une normale, on ne l'a pas de façon analytique. Donc, à l'inverse, on n'a pas le quantile de façon analytique. Donc, on a besoin de développement. Et parce que ces développements-là peuvent être longs à calculer, à comparer à d'autres approches,
ben, il y a souvent d'autres approches qui sont utilisées. Et un des experts mondiaux dans la génération de nombres aléatoires non uniformes, c'est Luc Devroy de l'Université McGill. Revenons à notre problème. C'est quoi la distribution de la médiane? Donc, tantôt, on a dit que vous seriez peut-être plus intéressé par la médiane que la moyenne de l'échantillon. Donc, distribution de la médiane lorsque f est connu. Donc, supposons qu'on a x1 jusqu'à xn un échantillon ID de taille n égale à 15, parce que c'est la taille de l'échantillon qu'on avait, d'une distribution f, par exemple une gamma dont les paramètres sont connus, okay, donc le alpha, bêta sont connus, bien, on peut faire l'approximation de la distribution de la médiane par simulation. Donc, pour B, un nombre aussi grand qu'on veut bien prendre, on va générer x1 jusqu'à xn de f, on va calculer la médiane, puis la distribution d'échantillonnage des θi chapeaux devient une approximation de la distribution de la médiane de n observations provenant de f. Pourquoi est-ce que je dis une approximation? Parce qu'on a un échantillon de taille B. Sauf que B, contrairement à N, bien, on le contrôle. Si je suis patient, bien, je peux en prendre 1 million au lieu d'en prendre 100 000, au lieu d'en prendre 10 000, au lieu d'en prendre 1000. Et je vais avoir une approximation qui est de mieux en mieux. Alors que si je n'ai que 15 observations, bien, je n'ai que 15 observations. Puis ça, je ne peux pas retourner voir le client et dire, bon, pourrais-tu aller m'en chercher 985 autres? Donc, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. De telle sorte qu'une approximation de la variance de la médiane, ben, ce serait le S carré des θi chapeaux. Okay? Donc, les médianes qu'on a calculées sur chacun des échantillons, on en a B. Bien, calculons la variance échantillonnale de ces choses-là, puis ça devient une approximation. Si j'ordonne mes médianes de la plus petite à la plus grande, bien, ces statistiques d'ordre-là peuvent devenir des approximations du quantile alpha de la distribution de cette manière-là, ou encore de la distribution de θ chapeau moins θ, si je m'intéressais à ça, de cette manière-là. Ce qui va nous mener au bootstrap. Et donc, le problème, c'est que f est inconnu. J'ai dit une gamma avec alpha, bêta connu, sauf que là, tout ce qu'on a, c'est nos 15 données originales. OK? On n'a pas un Dieu qui nous a dit ça vient d'une gamma, alpha, bêta. OK? Qu'est-ce qu'on fait en statistique lorsqu'on ne connaît pas quelque chose? On l'estime. À partir des données. OK? On a nos 15 données. C'est toute l'information qu'on a sur le processus aléatoire qu'on a. Donc, on va estimer f et procéder avec la simulation qu'on vient juste de faire, mais à partir d'un f chapeau. Il y a deux approches pour estimer f, soit qu'on y aille de façon paramétrique. Donc, je postule que la distribution, c'est par exemple une gamma de paramètres alpha, bêta inconnus. Donc, je vais estimer ce alpha, ce bêta-là, par la méthode des moments, par la méthode du maximum de vraisemblance, etc. Et je vais utiliser comme estimateur de la distribution f, bien le f, gamma, par exemple, mais avec comme vecteur de paramètres ce bêta chapeau-là. Ou encore de manière non paramétrique, via la fonction de répartition expérimentale, c'est-à-dire on va estimer la fonction de répartition en x, ça c'est la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite ou égale à x, en regardant c'est quoi la proportion de nos observations qui sont plus petites ou égales à x.
OK? Donc ça, c'est la fonction de répartition expérimentale. Voilà la fonction de répartition expérimentale. Donc, jusqu'à la première statistique d'ordre, il n'y en a aucune observation donc, la proportion des observations, c'est 0. À la première, on a 1 sur n. Après ça, on a un saut de 1 sur n, un autre saut, et ainsi de suite. Ici, on a un saut de 2 sur n parce qu'on a 2 observations identiques. Et rendu à la fin, la proportion des observations qui sont plus petites ou égales, c'est 1. Donc, posons que x1 jusqu'à xn soit un échantillon ID de taille n de la distribution f, qui n'est pas connue. On va estimer la distribution de la médiane. On va prendre encore B aussi grand que nécessaire. Et là, on va générer x1 étoile jusqu'à xn étoile, ID de f chapeau. Pourquoi est-ce que je mets des étoiles ici? Parce que ça, je génère ça sur mon ordinateur à partir d'une distribution autre que la vraie distribution, c'est-à-dire à partir de la distribution qui est un estimé de la vraie distribution, soit la paramétrique, soit la non paramétrique. Donc, je génère cet échantillon-là, je prends la médiane de ces observations-là, puis le reste, c'est pareil. La distribution d'échantillonnage de θi chapeau est une approximation de l'estimation de la distribution de la médiane de n observations. Tantôt, j'avais juste le mot approximation. Là, j'ai une approximation de l'estimation. Si j'avais 15 nouvelles données au lieu de celle-là, j'aurais un f chapeau qui serait différent. Et donc, mon estimation serait différente parce que le f chapeau ici serait différent. Mais le fait d'apprendre B échantillon bootstrap, ça me donne une approximation à cette distribution-là, d'où l'approximation de l'estimation. Donc, notre estimé de la variance de la médiane, ça devient le S carré des θi chapeau. Et tout ça est dû à Brad Efron, qui a inventé ça en 1979. Le bootstrap, c'est une des plus grandes innovations du 20e siècle en statistique. Et en 2018, il a justement reçu le International Prize of Statistics, qui se veut l'équivalent statistique d'un prix Nobel. Il a reçu le 2e seulement. Ça ne fait pas très longtemps que les statisticiens ont réussi à se mettre ensemble pour aller chercher le financement pour offrir un prix à la hauteur de ces innovations-là. Pourquoi 79? Revenons au thème de la présentation. Il faut pouvoir mettre ça en œuvre pour utiliser ça. Et pour les gens qui essayent de résoudre des vrais problèmes à partir des vraies données, ils vont réfléchir à des méthodes qu'ils peuvent mettre en œuvre. Ce n'est qu'en 1981 que le premier ordinateur portable a été de table a été inventé, le IBM PC. Ce n'est qu'en 1984 qu'on a eu la première interface graphique avec le premier Macintosh. Tout ça pour dire qu'avant ça, oui, les profs d'université avaient accès à des mainframes, mais ce n'est pas le genre de choses que le chercheur dans son bureau pouvait facilement utiliser pour chaque problème. Donc, estimer bootstrap la variance d'un estimateur. On revient avec ça jusqu'à xn, un échantillon ID de taille n de f. On veut estimer la distribution d'un estimateur θ chapeau d'un paramètre θ, pas nécessairement la médiane. Vous remarquerez que tantôt, il n'y a pas grand-chose qui dépendait de la médiane dans ce que j'ai raconté. Qu'est-ce que je disais? Je disais, on va calculer θ chapeau I, la médiane, basée sur x1 étoile jusqu'à xn étoile.
Ben, si mon estimateur, ce n'est pas la médiane, mais que c'est autre chose, que c'est la moyenne, que c'est une moyenne tronquée, que c'est autre chose, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer cet estimateur-là sur mon échantillon bootstrap. Puis tout le reste demeure pareil. Pour l'estimation de la variance, ben, ça va être le S carré des θ I chapeau étoile. Tout ça pour dire qu'il y a moyen de mettre ça en œuvre sans trop de difficultés. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est bien beau, on a dit qu'il fallait, fallait générer des échantillons bootstrap. Comment est-ce qu'on génère un échantillon bootstrap? Ben, si c'est de manière paramétrique, à partir d'une gamma, en R, on peut générer ça à partir de la fonction R gamma. Ben, je fais juste utiliser R gamma de mes paramètres estimés, il n'y a pas de problème. OK, mais si je vais de façon non paramétrique, ben là, il faut retourner à c'est quoi Fn chapeau inverse parce que je n'ai qu'à utiliser une uniforme, puis prendre le Fn chapeau inverse à cet uniforme-là, puis ça va fonctionner. Ben, on a vu tantôt qu'on sautait de 1 sur n à chacune des nouvelles observations. L'inverse, c'est quoi de ça? Ben, je vais avoir de 0 à 1 sur n à la première observation, de 1 sur n à 2 sur n à la deuxième, et ainsi de suite. Donc, si je génère une uniforme 0,1 ici, ça veut donc dire que je vais choisir un de ces sauts-là avec une probabilité de 1 sur n. Or, chaque saut ici correspond à un prix de maison. Tout ça pour dire que générer des observations et idées de Fn chapeau, c'est équivalent à tirer un échantillon de taille n avec remise à partir de l'échantillon original. Donc, échantillonner à partir de Fn chapeau, c'est équivalent à mettre toutes les observations dans un chapeau, d'en prendre une au hasard, de la remettre dedans, puis de répéter n fois. Quand on lit ça la première fois, le bootstrap consiste à mettre les n observations dans un chapeau, puis jouer au hasard, puis remettre dedans. On se demande pourquoi. Bien, la réponse, elle est ici. Une parenthèse sur les fonctionnels statistiques, je vais devoir aller rapidement. Donc, les fonctionnels statistiques, c'est qu'on a plusieurs paramètres ou estimateurs qui peuvent s'écrire comme une fonction de la fonction de répartition. Donc, θ de f, par exemple. La moyenne, ben, c'est l'intégrale de x, df de x. df de x, c'est quoi? Ben, c'est petit f de x dx. Donc, ça nous donne la moyenne de la distribution. La variance peut être écrite de la même façon. La médiane, ben, on l'a dit tantôt, c'est f inverse de 1/2, donc il y a moyen de l'écrire sous cette forme-là. Le quantile alpha, c'est f inverse alpha. Puis, quand à la place, on a un échantillon, bien, on met Fn chapeau dedans, la fonction de répartition expérimentale. Donc, si on regarde ça comme une intégrale, par exemple, de Riemann-Stieltjes, bien, ça, c'est rien d'autre que 1 sur n somme des xi. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, ceci explique ce qu'on appelle le principe d'injection plugin derrière le bootstrap et plusieurs autres procédures statistiques. Il y a des choses qui dépendent de f. F est inconnu, on va estimer f d'une certaine façon, on va plugger ça dedans, puis c'est ça qui va devenir notre estimation. Pour les intervalles de confiance, si je veux faire un intervalle de confiance, bien ici, je pourrais définir JNXF, la fonction de répartition de cette variable aléatoire-là, c'est-à-dire racine de n, notre estimé, moins le paramètre, plus petit ou égal à x. Et en inversant ce qui est fait ici, bien, on voit qu'on pourrait théoriquement calculer un intervalle de confiance comme étant notre estimateur, moins le quantile de cette distribution-là
divisé par racine de n, le quantile 1 moins alpha sur 2, moins le quantile alpha sur 2. Le problème, c'est que f est inconnu. Donc, Jn est généralement inconnu de la même façon, de telle sorte qu'on ne peut pas calculer ces intervalles de confiance-là qui seraient exacts. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Bien, on va remplacer f par fn chapeau, justement. On va aller chercher le quantile de cette distribution-là. C'est le quantile de quoi? C'est le quantile de racine de n, l'estimateur bootstrap, moins le paramètre dans le monde bootstrap. C'est quoi le paramètre dans le monde bootstrap? Bien, si la vraie distribution, c'est fn chapeau, bien, le paramètre, c'est θ de fn chapeau. Donc, c'est l'estimateur à partir des données originales. Donc, tout ça pour dire qu'il y a moyen de facilement calculer ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'intervalle de confiance bootstrap percentile. Le précédent, c'était le bootstrap de base. Le percentile, bien, qu'est-ce qu'on fait? On calcule nos estimateurs, on les ordonne, on enlève les alpha sur 2 plus petits, alpha sur 2 plus grands, puis ce qui reste devient notre intervalle de confiance. Donc, encore plus simple. Il y a toutes sortes de considérations qui relèvent de ça. Mais retournons aux données des maisons. Donc, on a que la racine carrée de 1 sur 4 fois la densité au carré fois n, bien, ça donnait ces quantités-là pour 50 000, 75 000, puis la valeur par défaut, de telle sorte qu'un intervalle de confiance basé sur l'estimateur par le noyau et une fenêtre de 75 000 ou 50 000, on a dit tantôt que la médiane était asymptotiquement normale, donc je pourrais utiliser les quantiles de la normale, comme on fait avec l'estimateur vraisemblance maximale. Ça nous prend une estimation de l'erreur standard. Bien là, on prend l'estimateur par la méthode du noyau. Bien, ça nous donnerait de 415 000 à 584 000 si on prenait 75 000 comme fenêtre, 431 000 à 568 000 si on prend 50 000 comme fenêtre, ou si on prend l'estimateur bootstrap percentile, on irait de 397 000 à 530 000. On a la distribution des médianes bootstrap ici, des 1000 médianes bootstrap, puis on a les différents intervalles de confiance. Donc le rouge, c'est l'intervalle de confiance normal qui est centré en la médiane. Le bleu, c'est celui avec la fenêtre de 50 000, donc cet intervalle-là est plus petit que celui-là. Les deux sont centrés par rapport à 500 000. Puis le noir, c'est l'estimateur bootstrap percentile, donc qui va beaucoup plus loin à gauche et va beaucoup moins loin à droite. Donc, un autre estimateur. Est-ce que ça fonctionne, le bootstrap? C'est une recette. Est-ce que le gâteau aura fière allure pour compétitionner avec les croissants ou pas? Si on retourne à la moyenne plutôt que la médiane, le bootstrap fonctionne si la distribution asymptotique de la version bootstrap de l'estimateur est la même que celle de l'estimateur. Donc, si je prends JNXF, qui est la probabilité de racine de n θ chapeau moins θ plus petit ou égal à x, alors, par une version appropriée d'un théorème de la limite centrale, on aura que cette quantité-là va converger vers la distribution asymptotique, qui dans bien des cas est une normale, avec un certain écart type asymptotique. Le bootstrap, c'est quoi? Au lieu d'avoir JNXF, c'est-à-dire que nos échantillons proviennent de F, ils proviennent de Fn chapeau.
Donc, première chose à remarquer, ça ici, c'est une suite de nombres. Ça ici, c'est une suite aléatoire, parce que Fn chapeau est aléatoire. Donc, premièrement, il faut comprendre que ça veut dire converger de manière aléatoire. Deuxièmement, puisque phi de x est une fonction continue, il y a moyen de montrer qu'à ce moment-là, si on a une convergence vers une distribution qui est continue, bien, la plus grande différence entre les deux va tendre vers 0. On n'aura pas juste la convergence point par point, on va l'avoir de manière uniforme. Donc, ce qu'on a besoin de montrer pour se convaincre que le gâteau lève, c'est un théorème limite centrale triangulaire qui va nous permettre de montrer que la différence entre ces deux-là va converger vers 0, soit presque sûrement ou en probabilité. Maintenant, c'est quoi un tableau triangulaire dans ce contexte-ci? Le théorème limite centrale de base que vous avez vu, c'est x1, x2 jusqu'à xn et on continue, qui sont IIDF. Dans une version triangulaire, on a x11 qui provient de f1, x21, x22 qui proviennent de f2, et ainsi de suite. Donc, ces variables aléatoires-là, ils n'ont aucun lien avec les précédentes. Ne serait-ce, entre autres, que la distribution change ici. À chaque n, la distribution change. J'ai une donnée de plus, je viens de changer ma fonction de répartition expérimentale. OK? Donc, pour que ces deux choses-là convergent vers la même distribution, on a habituellement besoin que Fn converge vers f d'une certaine façon via une certaine métrique. J'en dirai pas plus sur la théorie. Tout ça pour dire que, estimateur par estimateur, il faut montrer que le bootstrap fonctionne. Qu'en est-il du maximum? Je vais aller rapidement ici. Je considère un échantillon x1 jusqu'à xn d'une uniforme 0 jusqu'à θ, mais θ est inconnu. OK? Donc, si je prends le maximum de mon échantillon, c'est comme une estimation pour la borne maximale de mon uniforme. Supposons qu'on applique le bootstrap au maximum xn, considérons la distribution de xn étoile. Voici l'histogramme de 1000 maximum pour des échantillons de taille 50 d'une uniforme 0,1. Ça nous donne quelque chose comme ça. Si on regarde maintenant 1000 maximum bootstrap d'un échantillon, donc là j'ai un jeu de données de taille 50, je vais appliquer le bootstrap 1000 fois à ce jeu de données-là. Ça me donne cette distribution-là qui est une estimation de celle-là. On voit qu'ici, il n'y a strictement rien là. Alors qu'ici, le maximum est là. J'ai utilisé exactement les mêmes intervalles pour les deux histogrammes. OK, c'est peut-être que 50, c'est trop petit. Allons voir 500. 500, c'est pas mieux, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors qu'ici, on descend très, très rapidement. Ces deux séries de graphiques visent à vous convaincre que le bootstrap ne fonctionne pas pour le maximum. Il y a moyen de montrer ça de façon plus formelle, mais ça, c'était la façon informelle de montrer que ça ne marche pas tout le temps, le bootstrap. Et le maximum est un contre-exemple. Je vais aller rapidement ici. Là, ici, dans notre exemple, on avait des données IDF. Notre modèle, c'était que les données provenaient de cette distribution-là. Ça nous donne un jeu de données. On va prendre le modèle, c'est-à-dire IDF, et les données dans le but d'estimer un modèle P-chapeau, qui est IID, F-chapeau dans ce cas-ci. Ça va mener à des données qui sont données étoiles. Après ça, qu'est-ce qu'on veut savoir par rapport à ça? On a un estimateur basé sur les données. On va avoir l'estimateur bootstrap. Après ça, on a une certaine caractéristique de la distribution de θ chapeau moins θ. La variance, par exemple.
de cet estimateur-là, bien, ça va être estimé par la même variance, mais de la distribution bootstrap. Si je change IID à autre chose, modèle de régression, modèle de série chronologique, bien là, ça va changer comment est-ce que je vais vouloir appliquer le bootstrap. Les choses vont se compliquer de façon importante. Il va aller rapidement sur le restaurant. Qui n'aime pas aller au restaurant? Qui n'aime pas payer des droits de scolarité raisonnables? Bon, vous ne serez peut-être pas d'accord qu'ils sont raisonnables, mais si vous regardez ailleurs, vous allez voir qu'ils sont raisonnables. Pour ça, par contre, il faut que le gouvernement récolte des taxes. Entre autres, TPS, TVQ. OK? Il y a quelques années, les reçus de restaurants semblaient très, très optionnels. On n'avait pas toujours des reçus de restaurants. C'est pas clair que toutes les ventes étaient déclarées au gouvernement, que toutes les taxes étaient récoltées, et même s'ils étaient récoltés, qui étaient envoyés au gouvernement parce qu'ils n'avaient pas déclaré cette vente-là. C'est le rôle de Revenu de Québec de s'assurer que ça se fasse, qu'on récolte les taxes et qu'on les envoie au gouvernement pour avoir des droits de scolarité qui ont de l'allure. Depuis septembre 2010, Revenu Québec force les restaurants à utiliser ce qu'on appelle un MEV pour produire le genre de facture que je vous ai montré tantôt. Le gouvernement met beaucoup de pression sur Revenu Québec pour aller chercher les taxes qui sont impayées et donc l'évitement fiscal, mais des fois, ça mène à des raccourcis qui sont pas mal ridicules. Lorsque Revenu Québec a de bonnes raisons de croire qu'un restaurant ne déclare pas toutes ses ventes, il a le droit d'utiliser une méthode alternative qui peut changer d'une fois à l'autre pour déterminer les revenus. Mais la méthode alternative doit être raisonnable et équitable. Donc, ça, c'est un exemple de MEV. Donc, dans un cas, Revenu Québec enquêtait sur un restaurant. Il y avait des raisons de penser qu'un certain restaurant ne déclarait pas toutes ses ventes. Les factures payées par carte de crédit ou de débit ne peuvent pas être cachées. Tu vas être obligé de déposer ça dans ton compte de banque. Ça va être difficile de cacher ça au gouvernement. Par contre, celles qui sont payées comptant, tu as beau avoir un module d'enregistrement des ventes, si tu ne pèses pas dessus, bien, la vente n'est pas déclarée. Revenu Québec a décidé d'estimer la proportion de tous les revenus payés comptant en calculant la proportion des revenus payés comptant d'un échantillon de demi-journée, donc soit des dîners, soit des soupers, en se présentant sur place. Donc, si tu es sur place, tu vois qu'il y a 28 clients, puis tu peux aller voir c'est quoi les ventes pour chacun de ceux-là, puis ils ont enregistré le type de paiement. Ils ont pris un échantillon de 5 demi-journées seulement, puis ils ont extrapolé sur plus de 3 ans précédents dans le temps. Premièrement, si je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre 2005 et 2008, bien, ça me prendrait des données de 2005 à 2008. Mais là, quand on est rendu là, on est rendu en 2009, 10, 11. Fait que là, on va prendre un échantillon qui ne porte même pas sur la bonne période. Ça, c'est un premier argument contre la méthode. Mais en prendre 5, ça risque de nous donner une estimation assez variable. Parce que, et donc un avocat m'a engagé pour évaluer la méthodologie, voici les données. Donc, à la première période de demi-journée, il y a eu 61,14 payés comptant, puis il y a eu 191,36 au total. Ça n'a pas été une grosse demi-journée. Alors que la dernière, bien, il y a eu 2400 au total. Donc, comme on peut voir, c'est variable. Puis la proportion, bien, elle varie aussi d'une fois à l'autre. C'est quoi le comptant qui a été utilisé. Donc, si on prend 2021
sur 3800, ça nous donne 53 %. Et à partir de ce 53 %-là, puis des ventes par carte qui ont été déclarées, tu vas dans les états de compte du restaurant, puis tu sais exactement combien sur toute la période de 3 ans qui a été déclarée en carte. Bien, tu fais une simple règle de 3, puis tu dis, bien, voici tes ventes totales que tu aurais dû me déclarer. C'est ça la méthode alternative. À quel point est-ce que le pourcentage de 53 % est précis? Basé sur 5 observations. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une proportion, la somme des comptants sur la somme des totaux. Je vais faire comme si les CI-TI, donc chaque ligne, mes 5 lignes, étaient IID d'une certaine distribution. Puis je vais appliquer le bootstrap pour calculer un intervalle de confiance basé sur cet estimateur-là, sur la proportion. Tantôt, j'ai parlé, je mets les 5 données dans le chapeau, j'en pige une au hasard. Bien, en fait, ici, je peux calculer tous les échantillons bootstrap possibles. Ma première observation, j'ai une chance sur 5 que ce soit la première, une chance sur 5 que ce soit la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour la deuxième, j'ai la même chose. Donc ici, je vais faire tous les échantillons bootstrap possibles. Il y en a 5 à la 5. Vous comprendrez que quand j'en ai n, où n est un petit peu plus grand que 5, mais pas bien plus, j'en ai n à la n, je ne pourrai pas toutes les faire, d'où le fait d'en prendre un échantillon aléatoire. Mais ici, je peux toutes les faire. Donc, mes données, c'est quoi? Bien, je prends le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis là, je fais la somme. Et je fais la somme de un sur la somme de l'autre. Puis, je recommence. Puis là, j'obtiens le minimum, c'est 21 %. Le maximum, c'est 59 %. La médiane, c'est 53. La moyenne, c'est 50. Mon intervalle de confiance bootstrap percentile que je parlais précédemment, il va de 28 à 58. Voici l'intervalle de confiance. Voici la distribution bootstrap. Donc, mon 53, ça pourrait être pire que ça, mais ça pourrait être pas mal plus petit que ça. Tout ça pour dire qu'à l'aide d'un rapport d'experts, les deux parties ont réglé pour un montant bien inférieur parce que là, ça amenait à au-dessus de 80 000 de taxes impayées, plus des pénalités pour avoir été méchant, plus le fait que si tu n'as pas envoyé 80 000 de taxes, ça s'est en allé dans tes poches. Fait que là, ils vont te charger de l'impôt sur cet argent-là. Bref, ça se multiplie rapidement, ces choses-là. Donc là, ils ont réglé pour pas mal moins que ça. Moi, j'ai dû payer plus d'impôts aussi. Depuis 2015, j'ai souvent servi d'expert et même témoigné en cours dans plusieurs autres causes faisant appel à de mauvais usages de la statistique, dont un qui a fait les manchettes la semaine passée, en début de semaine, entre le ministre de la Justice, puis la juge en chef de la Cour du Québec. Fort intéressant. En conclusion, voici l'outil de calcul de certains de mes collègues maintenant à la retraite lorsqu'ils étaient aux études supérieures. Fait que tu jouais avec ça, puis bref, c'était pas le fun. Tu n'as pas eu à jouer avec des trucs comme ça. Lui est plus récemment à la retraite. Je parle de collègues qui sont à la retraite depuis pas mal plus longtemps que ça. Ceci limitait drastiquement le type d'estimateur de localisation, de régression qu'ils pouvaient utiliser. Les statisticiens qui pensaient à résoudre de vrais problèmes ne pouvaient pas inventer des méthodes telles que le bootstrap avant que la technologie appropriée ne soit facilement disponible. On aurait pu l'inventer, mais si tu ne peux pas la mettre en œuvre, ce n'est pas très utile. En passant, l'ancêtre du bootstrap, c'est le jackknife. Le jackknife, il faut que tu recalcules un estimateur n fois, si tu as n données, en enlevant une observation à la fois.
Donc, il faut que tu calcules ça N fois. Quand tu avais 10, 20, 30, c'était pas si pire. Le bootstrap, ben, tu en fais en général 1000, quelque chose comme ça. Donc, ça te prenait quelque chose de plus. On est maintenant à l'époque de la science des données, du big data. Ça mène à plein d'opportunités intéressantes en statistique pour tous ceux d'entre vous qui comptez poursuivre en sciences mathématiques. Mais on a toujours besoin de la théorie pour déterminer si le gâteau va lever. Et c'est sur ça que je termine.